Donc pour en rester à l'Europe, on voit une pluralité étonnante de dispositifs participatifs émergents à la gestion de l'eau. Alors, j'évoquais tout à l'heure la question des référendums. C'est en Allemagne que la chose est la plus développée. Et par exemple, il y a peu de temps, la presse française s'en est d'ailleurs fait l'écho, un référendum à Berlin a contraint la municipalité à rendre public une série de contrats qu'elle avait passés avec des gestionnaires privés. Et c'est un pas en avant dans la perspective d'une municipalisation de l'eau sous pression citoyenne. Et cela n'est pas une exception en Allemagne, où le droit d'initiative populaire débouchant sur un référendum d'initiative populaire a été généralisé à l'échelle des différents Länder au cours des dernières années, et où l'un des principaux sujets que les citoyens ont pris à bras-le-corps, grâce à ce dispositif, c'est précisément l'eau et sa gestion. On peut citer un exemple très différent que l'on peut observer nettement plus en Suède, mais qui se voit également dans d'autres entreprises municipales de l'eau. On peut citer par exemple Malaga, en Andalousie, en Espagne, où là, l'idée c'est que la culture d'entreprise, l'entreprise de gestion de l'eau publique, intègre au quotidien les préoccupations des consommateurs, des citoyens usagers. Alors ça passe en particulier par une formation des employés de l'entreprise pour qu'ils se préoccupent des plaintes, des suggestions, des problèmes soulevés par les usagers consommateurs et qu'ils sortent, disons, de la culture d'ingénieur traditionnel qui reste sur une perspective où il y a les sachants d'un côté et puis les clients de l'autre. Donc une culture d'attention aux clients, entre guillemets, mais en n'utilisant pas simplement des formes marchandes ou paramarchandes, mais en organisant par exemple des réunions avec des panels d'usagers pour essayer de comprendre, je cite un exemple, voilà, des personnes qui sont handicapées dans une ville relativement étendue, comment vont-elles faire ? Des personnes qui sont dans un milieu rural, comment prendre en compte plus particulièrement leurs besoins propres. Donc c'est une deuxième forme potentielle d'utilisation de l'eau. Une autre forme, là encore très différente, c'est ce qu'on peut voir en Angleterre. Là, la privatisation a été radicale, puisqu'on n'a pas fait simplement une délégation de services publics en concédant pour un nombre d'années important, comme on le fait en France, la gestion de l'eau à des entreprises privées, mais on a purement et simplement privatisé la ressource, avec des conséquences en termes de qualité du service qui ont été jugées relativement négatives, peut-être pas autant que la privatisation du rail, mais tout de même, et notamment à travers les prix. Du coup, c'est mis en place un conseil des consommateurs qui est doté d'une capacité de faire des enquêtes, de mener des recherches, d'interpeller, qui est indépendant, qui fonctionne sur argent public, mais qui est indépendant, qui a un siège national et puis qui est décentralisé ensuite dans les régions, et qui a une politique très active qui permet d'interpeller les entreprises, un petit peu comme la Cour des comptes en France peut interpeller les administrations publiques. Et ce système fonctionne aussi en Écosse, où là, par contre, la ressource et sa gestion sont restées publiques. Donc là, on a l'intervention citoyenne à travers un conseil des consommateurs indépendant, subventionné par les pouvoirs publics, et qui a une force d'interpellation grande, parallèlement à des mouvements citoyens dans l'espace public qui ont été assez forts sur la question de l'eau et qui ont notamment contesté sa privatisation.